Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Energy. Bonjour le King, comment ça va en ce lundi 6 décembre? Pas facile, mais ça va, on tient le coup. Pas facile, c'est la Fight Week, monsieur. La deuxième Fight Week d'Ice Fighting Championship. Absolument, c'est bien vu. Et justement, parce que c'est la fin de lui, il y a pas mal de boulot, pas mal de contraintes. C'est ce qu'on aime, hein. On a voté pour ça, on a choisi ça, mais ça fait pas mal de boulot parce que le retour d'Arès, on s'est débrouillé pour mettre les petits plats dans les grands et ça demande beaucoup d'énergie. Oh là 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 là. Alors, parlons justement d'Ares. Déjà, plusieurs questions. Où est-ce que ce sera visible les événements? Et reste-t-il des places? Parce qu'il y a pas mal de gens, j'imagine, qui là, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'événement, veulent se dire peut-être qu'on peut voir Fernand Lopez et tous les combattants. Il reste quelques places. Je pense que les places VIP sont terminées. Je ne sais pas, essayer de regarder, mais je pense que c'est terminé. J'ai Ouais, essayé non, ça, de... ça fait un moment, ouais. Ça fait un moment, ouais. Voilà. Euh, ensuite, où est-ce que ça va être diffusé? Sur RMC, à partir de 20h30, RMC Sport. Sur Geekson, Gigson, Geekson, en live à partir de 19h. Donc, oui, voilà, à partir de dès l'ouverture des portes et tout, c'est en live, un peu prévu sur Geekson. Vous pouvez aller sur le site Geekson Live. Une plateforme spécialisée sur les lives des grands musiciens en France, dans le monde d'ailleurs, et puis sur MC Sport. Voilà. Et est-ce qu'on est hypé un peu, Fernand? Parce que là, bon, là, je sens pas la hype. Alors, Moi, j'ai l'impression que quand c'est déjà hypé, il faut pas trop hyper, il faut pas forcer des choses. ouais, 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 ouais. Sérieusement, euh, à quel moment en France on a vu des combats comme ça? Voilà, bah voilà, voilà. Très simple, très simplement, pour qu'on puisse comprendre un peu le niveau de ce dont on est en train de parler. Euh, il y a eu un truc qui s'est passé ces dernières 24 heures d'extraordinaire sur le main event pour le maintenir. Euh, on a fait un sacrifice incroyable de pouvoir garder Taylor sur les main events au lieu de l'UFC et qu'il aille combattre à l'UFC juste après cet événement parce qu'encore une fois de plus, la plupart des athlètes sur arrêt sont demandés par l'UFC et ça a toujours été la règle et c'est ce qu'on essaie de maintenir. Le main event, c'est une tuerie. C'est simplement ce qui se fait de mieux. On a l'un des meilleurs gars enfin, c'est un combat qui se tiendrait à l'aise sur une carte de l'UFC sans aucun problème. Le co-main event, pareil. Alors, le co-main event, c'est Abdullah Bouragimov qui était censé à la base prendre Alex Loré. Il ne va plus prendre Alex Loré parce qu'Alex Loré a quelques soucis. Euh, il n'a pas l'air d'avoir des soucis selon ce qu'il dit, puisqu'il a fait un live il y a 2, 3 jours de l'endroit où il est détenu. Mais en gros, il est détenu dans un hôpital psychiatrique. Donc, en gros, voilà. Jusqu'à là, il n'a pas pu être libéré. Et donc, on a prévu 2 remplaçants pour être sûr que l'événement d'Abdul n'allait pas bouger. Donc, Abdul Abdourahimov va affronter Luciano Contini, un Brésilien qui a fait le TUF. Et c'est vraiment un gars qui a beaucoup d'expérience. Il a fait le TUF déjà, le TUF Brésil 2 en 2013. Grosse expérience, 13-3, je pense. Donc, il a 16 combats et va affronter Abdullah Doragimov. On a, juste après ça, il y a quoi comme combat? Il y a le Viking. Il y a, oui, il y a le guerrier euh, scandinave, Valhalla, Emile Mec. Emile Mec, j'avais déjà fait une présentation sur lui. Moi, il m'a beaucoup impressionné. Aller à la décision avec Ousmane Camaro, qui est juste le pound for pound actuellement dans le monde. Aller à la décision et ne pas se faire finaliser par Ousmane Camaro, c'était
c'était déjà un exploit. Ensuite, moi, j'ai eu la chance de le rencontrer sur les gros événements européens, notamment pour la ceinture du Venator en Italie, où il a mis KO, comment il s'appelle, Tokino, Palares, en moins de 45 secondes. Coup de coude acharné et tout. Et donc, voilà, il fait son retour et il va affronter Griezmann. Je crois que c'est bien ça, Griezmann. Complètement. Et Griezmann, ceux qui ont suivi un peu la carrière d'Abdullah Abduragimov vont voir que Griezmann a perdu au bref sur son le dernier combat d'Abdullah Abduragimov au bref, c'est contre Griezmann. Et il perd et donc Abdul gagne sur un triangle. Et donc, il est possible que leurs chemins se recroisent. On ne sait pas qui va gagner sur ce combat-là entre c'est qui? Émile Mick et Griezmann. Emile Mick et puis Griezmann. Il est possible que peut-être Emile Mick aille croiser le chemin de Abdullah à un moment donné pour le titre d'Ares en welterweight. C'est Ok, possible. Sait-on ok. jamais. On va voir ce qui va se passer. Mais faut pas ne pas compter ce qui arrive après. Monsieur, comment il s'appelle, Karim Rabet va affronter un Anglais Klinkhammer. du nom de Klinkhammer, qui est aussi quelqu'un de très puissant, très connu dans le circuit. Et, euh, et c'est un gros combat. Il était prévu déjà, Karim Rabet, à la base, pour affronter Emile May. Grosse opportunité de sa part. Malheureusement, la régulation sur la fédération ne lui permet pas de le faire. Compliqué, c'est un autre sujet. Alors, le petit sourire en coin, je vois ça comme une invitation à potentiellement quelques petites questions. Est-ce que, justement, ça a été pour toi un challenge supplémentaire, la fédération, ou ça s'est plutôt bien passé? Parce que je sais que par le passé, les organisateurs de compétitions de MMA en France peuvent avoir rencontré quelques problèmes avec ça. Non, c'est pas, moi je ne les blâme pas. C'est très compliqué. La FMAF a du vrai boulot et il y a peu de personnes qui peuvent résoudre ce genre de problème. La véritable problématique est celle-ci. Un, le problème numéro un à la base, c'est éviter les mismatchs. L'idée, c'est d'éviter que quelqu'un de très très fort croise le chemin de quelqu'un de très très faible et qui ait une mise en danger, une domination complète physiquement et technique. Dans tous les sports, ça existe. Vous faites de la lutte et tout, vous marquez 10 points. On considère que vous avez fait une supériorité technique et une supériorité physique et le combat est arrêté. On considère que bon, le gars ne peut pas suivre une manche, 10 points, on arrête. Bah, c'est la même chose en MMA. Il y a des gens, il y a des matchs où on va dire, OK, le niveau, il est trop décalé. Sauf qu'aujourd'hui, on sait qu'il n'y a pas un moyen objectif de déterminer et de mettre des éléments chiffrés de la différence entre les athlètes. Grosso modo, nos collègues de la FMMAF, la direction technique, a le souci de prouver aux autorités, au ministère des Sports, qu'ils jouent le rôle d'équité et qu'ils font des appareillements avec équité. Sauf que le sport de combat, il n'y a pas une équation, il n'y a pas une formule pour savoir exactement qui est fort par rapport à l'autre. En gros, si on considère, donc ils ont dû arbitrer et choisir quelque chose en se disant, on va mettre des tranches. De 1 à 5 combats, ils combattent dans la même catégorie. De 5 à 10 combats, ils combattent dans la même catégorie. Au-delà de 10 combats, on considère que ce sont des experts et on peut faire des mix. Grosso modo, le combat entre Cyril Gane contre Volkov, t'avais utilisé comme exemple. Volkov n'aurait pas pu avoir lieu parce que Volkov 41 combats, Cyril Gane 8 combats. Le combat entre Jairzinho et Cyril Gane n'aurait pas pu avoir lieu parce qu'un gros delta de différents de combats entre eux. Et c'est ce qui arrive, c'est qu'un gars comme Karim Rabet, il s'est entraîné comme un malade, il a un niveau correct
Et c'est l'opportunité de sa vie d'aller accrocher un grand nom. Pour lui, battre Emile Mec, c'est une certitude qui rentre à l'UFC. Il sait qu'il peut le faire. Emile Mec sait que c'est un danger, c'est possible. Mais pour des raisons de... Encore une fois, je conseille que c'est de la politique, parce que ce n'est plus la sécurité. La sécurité, c'est... On a un collectif de personnes, ce qu'on appelle une commission athlétique qui décide ce combat contre ce combat, c'est un mishmash. Peu importe les chiffres qu'on a. Il y a des personnes qui peuvent avoir le même palmarès, 8-0, 8-0, mais c'est un mismatch. On sait qu'il y a un 8-0 qui a affronté des personnes pas fortes et un 8-0 qui a affronté que des tueurs à gages. Et en gros, quand tu additionnes le ratio de tout le nombre de combats des adversaires, c'est ça qui serait le vrai chiffre. Le vrai chiffre n'est pas de savoir qui tu as affronté. D'ailleurs, ça, c'est une bonne idée. Je viens de la voir là pendant que je parle. Ça, c'est une bonne idée. Parce que mes collègues Johnny Frachet et Lionel m'ont posé la question, comment, c'est bien de nous dire que c'est compliqué, mais nous, on a besoin de chiffres et des trucs objectifs, des trucs calculables qu'on peut donner aux autorités en disant, voilà sur quoi on se base. C'est pas juste que moi, sur un Volkov, c'est facile de voir, mais pour des combattants moins connus, c'est plus compliqué. Non, c'est pas compliqué. Je suis persuadé aujourd'hui que la direction technique du MMA en France a l'expertise pour regarder un combat et se dire Karim Rabet pourra affronter Emile Mick sans qu'il y ait mort d'homme et que le combat sera équilibré. Mais c'est juste qu'aux yeux de ceux qui ne connaissent pas la discipline sportive, comment leur expliquer que Karim Rabet qui a 8 combats va affronter un mec qui a 15 combats et qui ne sera pas en danger? C'est ça la question. Comment leur expliquer que un jeune comme Zelim Khan va affronter, il a 0 combat en MMA, comment expliquer qu'il pourra affronter un autre gars qui a 4-1? Sauf qu'en réalité, c'est le jeune qui a 4-1 qui est en danger. Zelim Khan, champion du monde de lutte en junior, il a fait les JO en lutte, c'est pas pareil. Donc, ces chiffres-là, c'est pour ça que je te dis, je les comprends. Je ne les accable pas. J'essaie d'expliquer aux personnes qui ne comprennent pas la situation. De leur point de vue, il faut qu'ils cherchent une solution. Et la solution que je viens de penser pendant que je discutais avec toi, c'est de te dire que au lieu de regarder, dans le cas de Cyril Gane, le nombre de combats qu'il a, il faut mieux regarder le nombre de combats qu'ont l'ensemble des personnes qu'il a affrontées. Ça veut dire que quand Cyril Gane avait 0 combat, il a affronté un mec qui avait 4 combats. Quand il avait 2 combats, il a affronté un autre mec qui avait 8 combats. Quand il avait 3 combats, il a affronté un autre mec qui avait déjà 12 combats. Et donc, on considère que son expérience, c'est proportionnellement au nombre de combats de la somme des expériences de ses adversaires finalement. Et ça nous rapproche à peu près de la vérité. Encore plus vrai que juste le débat de pouvoir dire il a 8 combats, il a 2 combats, il a 3 combats. Voilà, c'est un peu voilà les quelques solutions que j'essaie d'apporter. Sinon, encore une fois de plus, je suis persuadé que vaut mieux, dans mon cas actuellement, vaut mieux avoir une décision régalienne. Un groupe de personnes que la fédération a désigné et qu'on considère comme des experts pour regarder les vidéos et valider si le combat est équilibré ou pas équilibré. Et on ne discute pas. À partir du moment où cette commission a décidé, Monsieur Fernand Lopez, votre match, on ne peut pas le faire. Il est déséquilibré, alors on arrête. Parce que ces chiffres-là, d'autant plus qu'il y a des incompréhensions des fois. Si on s'appuie sur la sécurité, qu'est-ce qui fait que quand on tombe sur les femmes et qu'on tombe sur les poids lourds, on ne tient plus compte de la sécurité? En gros, parce qu'il y a peu de filles sur les compétitions des MMA, on dit, bon, s'il y a un delta grave, si on n'est pas dans les cases de 5, 10, plus de 10, c'est pas bien grave parce qu'on a peu de filles et on a peu de poids lourds. C'est 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas très équitable.
Mais encore une fois de plus, je ne jette pas la pierre parce que je dis, si j'étais à la place de la direction technique, je ne suis pas sûr que je ferais mieux. C'est pas facile de prendre ces décisions-là, ces arbitrages, tenant compte des personnes qui poussent derrière et qui ne connaissent pas toute la logique interne de la discipline sportive. Mais quoi qu'il en soit, on s'est bien battu. On a sorti une Fight Card où il y a 10 combats magnifiques et où on a eu que 2 combats qui étaient remis en question. Les autres combats sont complètement équitables avec des matchs qui n'auront rien à envier au cadre préliminaire de l'UFC. Alright. Tu nous fais une petite session de pronostic? Non, je plaisante. Oh, Je plaisante. Non, par contre, blague à part, et ça c'est possible, en tout cas j'espère, c'est d'avoir le planning de la Fight Week, parce que est-ce qu'il y aura des festivités pour les fans en dehors de la Fight Night? absolument. Le mercredi, il y aura un open workout. Le mercredi, il y aura 6 athlètes qui sont les 3 derniers de la Fight Card qui vont faire une présentation en entraînement public, ouvert au public et surtout en live sur YouTube. YouTube ou Facebook, je ne sais plus techniquement, je sais que mes équipes ont prévu, mais en tout cas, ça sera en live. Ensuite, on aura des conférences individuelles. C'est pas une conférence où il y a tout le monde, Covid oblige, on fait attention à tout ça. Donc, en ligne, il y aura chaque individu, chaque athlète qui aura un certain nombre d'interviews qui seront compilées pour que le public puisse comprendre l'état d'esprit dans lequel il est à quelques heures de la compétition. Et puis, la veille, le vendredi, on aura la pesée officielle, suivie rapidement de la pesée cérémoniale. Tout ça, ce sera à Levallois, au Palais des Sports Marcel Cerdan. Donc, ceux qui sont sur Paris peuvent aller regarder ce qui va se passer sur place. Et puis, sinon, connectez-vous, ce sera en tout cas retransmis. Attention. Et puis samedi soir, hein, pour la Fight Night. Voilà, ça y est, on y est. Là, à quelques jours justement de l'événement, toi, tu te sens comment? T'as un petit peu d'appréhension ou comme il y a eu le premier, là, ça y est, c'est plus l'expérience, c'était un petit peu plus relax? Ce n'est jamais de tout repos. Surtout, c'est jamais de tout repos, surtout quand on a ouvert une nouvelle salle une semaine avant, quoi. Si encore il y avait que ça. Si encore il y avait que ça, non, on va pas se plaindre sur nos emplois de temps parce que je pense que tout entrepreneur, tout entraîneur, tout manager aujourd'hui est busy. On est busy, le MMA ça marche, et donc du coup il y a de l'engouement, il y a du travail. On a la chance d'avoir beaucoup de travail autour de ça, on va pas se plaindre. Sérieusement, on va pas se plaindre. Je suis impatient juste d'arriver à la soirée, c'est que encore une fois de plus, chaque fois que je regarde ce qui se fait de meilleur dans le monde du MMA, j'aime l'idée de ce que je vois. J'aime savoir qu'on n'est pas loin de la vérité. Il y a un gars qui a eu le bonus sur l'UFC qui est passé la nuit dernière. Comment il s'appelle? Chris. Il a eu le bonus de la performance de la soirée et ce jeune-là a été recruté sur Ares. Il a été recruté sur Ares, ensuite il passe à l'UFC et il est sur 2 victoires consécutives et il a le bonus à 80. D'ailleurs, il était recruté sur Ares pour affronter Nassoudine Imavov à l'époque, à 77 kilos, avant que Nassoudine ne fasse sa montée. Ça me donne juste l'idée de me conforter dans l'idée, ça me donne le confort de me retrouver dans cette idée-là de dire, on n'est pas dans la situation de chercher des anciens, des vétérans juste pour donner une couleur à la Fight Card. On est vraiment en train de dessiner le futur. On veut, avec Ares, dessiner le futur. Ça prend du temps, mais dès le premier combat, quand on commence sur le premier combat de Patrick contre Temerlan, Azizov, on est déjà en plein dans quelque chose que je considère comme étant le futur. C'est un combat très tendu. On enchaîne ensuite, je crois, il y a le combat de Marcel Sichev, qui est aujourd'hui l'un des partenaires de Cyril Gane pour le combat de l'UFC 270.
et qui va faire son combat contre un Polonais très redoutable, qui n'a que 2 combats, mais il n'a jamais été battu. Sichev de son côté n'a jamais été battu. Les deux vont s'affronter et on est sûr que ce soir-là, l'un d'entre eux, les deux sont sur une lancée pour aller vers des gros événements, vers l'UFC. Et l'un d'entre eux va avoir son train stoppé. On va avoir son train s'arrêter parce que il va perdre son combat, il va perdre sa virginité sur son palmarès. Et c'est ce qu'on fait. On fait ça, c'est notre rôle de faire ça, d'aller chercher ces combats-là qui sont archi compliqués. L'un des combats très attendus sur lequel je mets beaucoup d'espoir, c'est celui de Dagir Imavov, le frère aîné de Nassourdine Imavov. C'est fou parce que ce gars est l'un des combattants, l'un des 66 ou 70 kilos les plus compétents en France. Extrêmement complet. Il pourrait faire une carrière en boxe anglaise, il pourrait faire une carrière en lutte, il n'y aurait pas de problème. Et savoir qu'il va affronter un autre vétéran, comment ça s'appelle, du TUF. Il a fait le TUF 5 du Brésil à l'époque, en 2015. Je pense que ça va être un gros match aussi. Très gros match de son côté. Et je sais que son frère sera là, Nassourdine Imavov. Donc, ceux qui veulent des photos, ceux qui veulent discuter avec, c'est le moment d'aller discuter avec. Vous avez vu qu'il a beaucoup hypé son frère l'autre fois à l'UFC. Il a souhaité que Dana White mette un œil sur son frère en disant mon frère est plus fort que moi. Et son frère, le frère Nassourdine Imavov, vous allez le voir en œuvre ce soir-là. Et bon, il y aura un beau photocall à la fin pour ceux qui ont envie de discuter avec quelques fighters, puisqu'il y aura quand même une belle brochette de fighters de haut niveau, notamment l'un des actionnaires d'Ares qui est Sergan, et ça va être super intéressant. Et ben voilà, la hype is real. Donc rendez-vous samedi 11 décembre pour Ares. Et puis après, vous rentrez tranquillement de chez vous. Vous étiez à Levallois ou vous éteignez votre télé. Vous n'avez qu'à zapper. Et là, il y a quoi? Il y a l'UFC 269. Parce que oui, là, ce week-end, ça régale. Donc UFC 269 avec un main event qui est quand même pas mal. Dustin Poirier et Charles Oliveira. Là, Fernand, j'ai besoin de toi. Parce que j'en ai parlé avec Polydome soit avec Rust. Ça m'a l'air sur le papier très très serré cette histoire quand même. Hein. Pas si serré que ça. Oh, ok. Moi je suis un amoureux de Charles Oliveira, mais cette fois-ci, je vais le lâcher. C'est dur. Poirier est solide. Poirier pourrait être facilement l'un des meilleurs boxeurs de l'UFC. Si on combine l'agressivité quand il sent qu'il a touché avec la technicité. Alors, il a une technique assez particulière. Il lâche les soupapes à mort quand il a senti qu'il a touché. Il se met en square, il se met carrément en face. Il n'est plus ni en gaucher ni à droitier. Et il arrache tout ce qu'il envoie. Il envoie tout et de manière très puissante. Le plus technique des deux, le plus complet, c'est Charles Oliveira. Je ne suis pas sûr qu'il puisse tenir la distance. Je ne suis pas sûr qu'il puisse. En gros, pour que Charles Oliveira gagne, il va falloir qu'il tombe sur une technique parfaite. Boum, il a touché Poirier se jette pour prendre un double leg, il le guillotine, parfait. Mais si lui, il va chercher la guillotine sur Poirier, je pense que toutes les tentatives de soumission qu'il va tenter vont être annulées. Il est costaud, Poirier. Poirier, s'il gagne ce combat, pourrait aller affronter Covington à 67 kilos. Et ça passerait. Il est balèze, Poirier, il est solide, il envoie des grosses frappes et tout. Ça pourrait passer. Donc, c'est dur. Je sais pas comment. Moi, je vois Poirier gagner le combat sur le 3e round par TKO. J'ai du mal à voir Charles Oliveira déborder Poirier en boxe et j'ai du mal à le voir finaliser. Parce que l'autre a beaucoup d'expérience, parce qu'il a une belle défense de soumission, mine de rien, Poirier.
et qui va revenir et qui va envoyer les soupapes et qui est endurant. Du coup, voilà, je pense que s'il fait le combat et que ça se passe bien, ce serait bien qu'il, oui, bien qu'il. Et puis l'Angers, il est plus grand que ça. Ok. C'était ah. L'Angers, il est plus grand parce que euh, si Charles Oliveira venait à battre Poirier, il y a beaucoup de choses qui s'écroulent. Hein. Khabib était déjà éloigné. Enfin, Attends, ça, tu penses qu'il allait revenir? non, non, était Ah oui. déjà éloigné la mention meilleur combattant de tout le temps. Hmm. Il faut comprendre que pour rester meilleur combattant de tous les temps, il faut que les gens que tu aies battus ne soient pas battables. Et Conor a perdu la valeur parce que les gens qu'il a battus descendent un peu sur la côte. Tu vois, par exemple, on va revenir dessus plus tard, José Aldo a combattu ce week-end. Moi, je serais pour que José Aldo rentre dans le classement des pound for pound et qu'il soit dans le top 10. Parce que, mine de rien, il n'a perdu que contre des tueurs. Volkanovski, Holloway, Conor McGregor. Voilà. Là, dans le cas de Poirier, si Poirier perd contre Charles Oliveira, bon, du coup, Khabib n'a plus ce truc-là où il était sur un piédestal. On s'est dit, bon, le gars, déjà, à peine Ousmane a bougé à l'intérieur du top, on l'a sorti Khabib. Ça veut dire que si ça continue comme ça, il va continuer à reculer parce que les gens qu'il a battus, comme Poirier, se révèlent pas si fort parce que Charles Oliveira les bat aussi. Donc, il y a d'autres enjeux un peu plus élevés dessus sur ce combat-là sur cette ceinture-là. Et puis oui, voilà. T'es le coach de Charles Oliveira, tu lui dis quoi, toi, pour préparer ce combat-là? Parce que tu vois, paradoxalement, moi, en fait, c'est pour ça que j'ai envie que Charles Oliveira gagne, c'est que ça m'intéresse de voir Charles Oliveira contre Islam Makhachev. Alors que Islam contre Dustin Poirier, j'ai pas du tout envie de voir ça. Et pourquoi? Pas du tout. Que ce soit un moins beau combat, oui, mais du tout. Parce que je pense qu'on va revoir ce qui s'est passé contre Habib. Je pense pas qu'il ait les armes Dustin Poirier pour pouvoir battre Islam. Ah bon? Ouais. Ok, j'aurais pas dit ça. Parce que je pense que la lutte d'Islam n'est pas aussi puissante que celle de Habib. Maintenant, si tu le penses. Moi, en tout cas, si je coachais Charles Oliveira à ce point, ce serait vraiment de jouer avec sa boxe pour faire du Damien Maia. Je ne joue pas longtemps dans la boîte avec Poirier. Dès que je peux, je tire dans la garde. Dès que je peux, je m'assois, je tire dans la garde. Dès que je peux, je m'accroche et j'essaie d'entrer dans le dos. Si je tire dans la garde, il y a des choses qui sont assez, il y a une technique qui me revient tout le temps en tête que je me dis, si je suis vraiment le coach de Charles Oliveira, je lui fais travailler ça. C'est de me dire, je tire dans la garde, le gars tombe sur moi, il est sûr de lui, j'attaque la Kimura, il tend le bras pour pas que la Kimura pète. Je passe le bras au-dessus de ma tête, je suis dans son dos. Parce que Charles Oliveira, dans le dos de Poirier, il est bon, il est dangereux. Il va travailler, il va finir par trouver la solution. Mais il faut trouver des astuces pour arriver dans le dos sans prendre des bombes atomiques dans la bouche. Donc moi, je serai à sa place, j'irai travailler ces trucs-là où je ne prends pas le danger debout. Parce qu'il a une belle boxe, il a une boxe correcte pour s'approcher. Mais il faut pas que ça dure trop longtemps. Et dès qu'il met la main dessus, il tire dans la garde. Il travaille au sol comme s'il fait des renversements. Et dès qu'il peut aller chercher une Kimura, le bras va se tendre. Les hommes forts tendent le bras. Ils tendent le bras, passage de la tête sous l'aisselle, j'ai le dos et j'avance. Voilà un peu la stratégie à aller chercher. Je ne sais pas. Mais encore une fois, peut-être me surprendre. Hein. C'est juste que il faudrait vraiment que toutes les étoiles soient alignées pour lui, qu'il ait le mouvement parfait. Et d'un autre côté, que toutes les étoiles soient alignées pour que l'autre s'y fasse beaucoup d'erreurs.
C'est ce que les gens ne comprennent pas avec cette histoire j'ai une arme et je suis très puissant dessus. Genre, Francis Ngannou, si te touche, t'es mort. C'est beau, c'est bien. Mais il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui soient alignées quand même pour que ça marche aussi. Autant il faut 5 minutes à Charles Oliveira pour suivre. Non, il faut 25 minutes à Charles Oliveira pour suivre, 25 minutes à Cyril Gane pour suivre. Autant on sait que il y a des gens qui ont été touchés par Poirier ou par Francis et qui ne sont pas tombés. Plein pot. Parce qu'en fonction de l'angle, de la frappe est tombée à un endroit où il n'y avait pas un nerf qui passait, il n'y avait pas machin. C'est beaucoup de paramètres finalement qui rentrent en jeu. Et on dit, il suffit de one, comme disait Derrick Lewis, il suffit d'un coup et ça va s'arrêter. Mais c'est pas si calculé que ça a un coup, parce que si je dévie un peu l'angle de ta frappe chaque fois d'1 centimètre, c'est pas sûr que le un coup suffise finalement. Il faut beaucoup de coups, il faut retenter sa chance plusieurs fois pour que ça marche. Donc, voilà. Mais c'est un combat que t'as envie de voir quand même ou lequel celui qui arrive là oui. Ouh là là, il y aura beaucoup de. Charles Oliveira, c'est sophistiqué, hein. C'est extrêmement sophistiqué. L'idée, c'est d'aller voir comment la sophistication tient la route face à quelqu'un qui est certes technique à boxe anglaise, mais reste quand même une grosse brute vis-à-vis de Charles Oliveira. Donc, c'est le numéro 1 contre le numéro 2, quoi. Enfin, non, si tu ne veux pas voir ça, tu veux voir quoi d'autre? Non, c'est un très beau combat à regarder. Moi, je suis super, je suis super hypé pour ce combat. C'est à part T'as pas envie de voir Nunez contre Juliana Peña? Si, j'aime beaucoup. C'est vrai que j'ai envie de voir ça. Moi, contrairement à vous, vous moquez de ça, vous, comme combat. Mais moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat parce que ok. Juliana Peña affirme qu'elle peut soumettre Nunez, qu'elle sait comment la mener au sol et la soumettre. Je suis curieux de voir. Je n'y crois pas, mais j'ai envie de voir comment ça se passe. J'aime bien voir les défis comme ça. Et donc, non, c'est un beau combat. Et des fois, il y a des combats qui commencent gentiment, qui n'ont pas l'air de devenir des grands combats et qui deviennent des grands combats. Par exemple, la rivalité Moreno-Figueiredo, je pense que personne s'attendait à ça. C'est ça. Au final, regarde le nombre de combats qui sont en train. Aujourd'hui, Figueiredo dit c'est mon meilleur sponsor. Il me paye ma maison, il me paye, il m'habille mes enfants, il fait tout pour moi. Ça devient, finalement, ça peut devenir un grand combat. Regarde, c'est que là, on est en train de parler de tous ces combats, mais tu es au courant quand même que à la fin d'Arès et à la fin de Dustin Poirier et Charles Oliveira, tu es quand même au courant qu'en France, on aura le meilleur combat du siècle quand même. Tu es quand même au courant que dès que les deux événements Arès, UFC, Cage Warrior du week-end sont passés, le mardi qui va suivre, début de la guerre mondiale, tu es au courant ça? Médiatiquement, ça va être une folie, tu es au courant. C'est là où les gens vont se rendre compte, ce combat était vraiment important. Là, il y a juste cette ceinture-là des lightweight qui fait encore que les gens parlent d'autre chose. C'est que dès que c'est passé là, le bon gamin va se retrouver dans beaucoup de médiatisation et c'est une bonne chose, c'est bien. C'est un combat qui, au début, quand il a commencé, les gens disaient, bon, il sert à quoi, il n'est pas intéressant. Et puis finalement, ça devient très, très intéressant pour tout le monde. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, là, maintenant, il y a... Les gens commencent à se réveiller autour de l'histoire, tout ça et tout. Bon, toi aussi, t'aimes bien. Oui, on le fait pour ça, parce qu'on est passionné de ça, on aime ça. Tant qu'à faire, s'il y a un combat, autant qu'il soit vendu. Je préfère faire partie de l'histoire d'un combat qui a été l'un des meilleurs combats de l'UFC que faire partie d'un combat qui ne compte pas du tout. Mais je veux dire, dans le sens, toi, j'ai l'impression que t'as aussi cette sensibilité, au-delà du business et tout, du côté, on va dire, management carrière.
t'aimes bien le fait que ce soit, tu vois, un petit peu, il y a une stratégie derrière, que ce soit un petit peu un jeu d'échecs avec un challenge à résoudre, mais aussi le fait de te dire, bon, là, on a tous envie de se lever ce matin parce que ça va être intéressant aussi, tu vois, du point de vue du divertissement. Absolument. Ah, absolument. Je pense vraiment que c'est même le point qui va être le plus intéressant. C'est que au début de la déclaration de ce combat, quand Dana White dit tu ne peux pas avoir mieux que ça chez les poids lourds, tout le monde se dit oh là là, il est en train de nous fatiguer, quoi, il est en train de hyper encore. Mais plus le temps passe, plus tout le monde devient curieux. Moi, je suis coach, je suis partisan, mais je suis curieux quand même de voir ce truc. Enfin, ça attise ma... J'ai envie de voir, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de voir comment ça va se terminer, ce truc. Qui n'a pas envie de voir, de comprendre. Enfin, c'est quand même une folie. T'as envie de voir, quoi. T'as envie d'aller jusqu'au bout du feuilleton et voir. C'est que je te dis sportivement parlant, je te parle pas de toutes les intrigues et tout ça. Sportivement parlant, c'est très intéressant de savoir que les opinions n'ont pas arrêté de shifter à gauche ou à droite. Mm-hmm. Avant le combat de Daigley, il va se faire écraser. Après le combat, ça remonte à mort. En mode, ouh là là, Cyril, il est chaud, il va battre Francis. Boum, quelques temps après, Francis commence son camp d'entraînement. Les gens regardent un peu les pattes de ce qu'il fait et tout le monde repart du côté de Francis. Oh là là, les gens ont oublié comment il est puissant, il va tuer. Et donc, finalement, tu as envie de dire, attends, j'ai quand même envie de voir ce truc. C'est bizarre. Ça devient vraiment intriguant pour le coup, tu vois. Et non, j'y crois. C'est bien qu'on puisse y participer, que l'Europe puisse participer à ce genre de match-là, de gros matchs. C'est pas normal que ça ne concerne que le Brésil et les États-Unis. Complètement, complètement. Et puis surtout, bon, première carte de l'année, va y avoir quand même un co-main event de qualité avec Brandon Moreno contre Figueiredo, numéro 3. Donc non, ça promet. On sait toujours pas, ça c'est ma petite demande, je sais pas si les gens de l'UFC nous regardent, mais s'il vous plaît, en plus des protagonistes, mettez Fernand pour la conférence de presse. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut. Moi, j'ai vraiment peur que ce soit trop soft. J'ai vraiment peur que ce soit trop soft. Ça m'étonnerait. Ok, parce que tu penses pas... Alors là, pour le coup, tu vois, de toi, moi, je trouve que ce combat-là a tous les éléments dans la cage et en dehors pour que ce soit un truc de malade. Absolument, je suis d'accord. Mais que tout le monde va se retenir pour que ça reste... tu vois. Je pense que les médias ont fait le boulot qu'il fallait, mine de rien. Et que ça devient correct. Je te dis, accroche-toi bien, regarde à partir du 13 décembre ce qui va se passer. Ok. Déjà, voilà quoi. Accroche-toi, profite bien d'Ares, mate bien l'UFC qui arrive après, donne la force à nos gars qui vont au Cage Warrior et tout ça. Il y a beaucoup de Français au Cage Warrior ce week-end-là, notamment Mehdi Ben Lada qui va combattre pour la ceinture au Cage Warrior. C'est génial. Sami Fadim, retour. Commandé, retour. Comment il y a Samir Kadi, retour. Début au Cage Warrior, le 84 kilos. Je pense d'ailleurs que il a un bon profil. J'ai envie de le prendre sur Ares, Sami Kadir. J'ai vraiment envie de le prendre. Je pense que il est en train de se construire, mais ça va être, c'est le futur. Il va être quelque chose de bien. Et donc, donne-leur la force à eux, donne la force à Ares, et puis attends le 13, observe ce qui va se passer. Tu vas voir que le monde va basculer dans une nouvelle ère avec ce combat de poids lourd. Ok. Ah, là, ça y est, voilà. Bah, il sait comment hyper. Bon, bah, on va revenir aux affaires courantes. On parle des UFC Fight Night, ça se passait à Las Vegas. C'était José Aldo, le retour de José Aldo face à Rob Font. Qu'est-ce que t'en tires, toi, après tout ça? Normalement, tu vois, José Aldo, là, on devrait avoir des étoiles dans les yeux, mais après tout ce que tu viens de balancer, bon. Voilà. Bah, José Aldo, on aura toujours des étoiles dans les yeux, ça peut pas s'arrêter comme ça. C'est un mec qui nous a beaucoup apporté. Et je t'ai dit tout à l'heure que je pense vraiment que José Aldo, aujourd'hui, il n'est pas classé. Il n'est pas classé. Je pense qu'il devrait entrer dans le pan fond parce que quand tu comptes le nombre de ceintures qu'il a défendu, champion du WEC, champion du Kejoa, de l'UFC,
pendant 11 fois, je sais plus combien de fois, le mec, il mérite d'être dans le panthéon du MMA. Je pense que, voilà quoi. Et attention, Font a été, c'était un combat bien serré, difficile. Et est-ce que tu te rends compte que José Aldo a gagné le 4e et le 5e round? Okay. José Aldo, personne ne s'y attendait à ça. C'est le mec qui est censé avoir le moins de cardio à la base, parce qu'il débute au début. Bah, au final, il a mis moins de volume. Je pense qu'il a fait peut-être moins de 90 coups, 86 coups, un truc comme ça, et que l'autre en a fait 143, un truc comme ça. Et au final, il a allé en commande diesel, il a terminé le combat, il a gagné. Et non, moi je dis chapeau. Chapeau à lui qui soit encore là aujourd'hui, après avoir fait tout ce qu'il a fait comme carrière. C'est phénoménal, c'est inspirant. J'espère qu'on va lui donner un bon nom. J'espère qu'on va lui donner un TJ Dillashaw. Parce que, bon, mine de rien, TJ, il a triché un peu. C'est bien qu'il prenne quelques pénalités, tu vois, et qu'il recule un peu et qu'il aille l'affronter. Comme ça, celui, ça lui donne la hype, tu vois. Je comprends pas pourquoi on va donner la ceinture à TJ tout de suite. Mais en tout cas, ouais, je pense que José Aldo, j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup de respect. Il ne va plus retourner à ce qu'il était. Attention, il faut pas rêver non plus. Je pense que dès qu'on va lui ressortir des noms trop forts, il va s'arrêter. Mais bon, il est 4e là, ce qui est quand même énorme. Voilà, c'est déjà très bien. Mais je dis juste que quand il va revenir, s'il peut revenir dans le classement des pound for pound, ce serait bien. Et comme ça, il termine bien sa carrière. Et puis voilà. Mais moi, beaucoup de respect pour lui. Fiziev aussi dans le combat, dans la carte qui s'est passée. Fiziev, j'ai beaucoup aimé. Gros combattant, gros technicien. Il a montré une belle défense d'amener au sol, malgré le fait qu'il soit un pur striker. Et puis, il termine le combat. Alors qu'il aurait pu se mettre à l'abri, il s'est dit, OK, je pense que je gagne au point. J'attends gentiment. Il a sorti un coup de pied retourné magistral qui a mis un KO avec une très belle préparation, une très belle feinte. Et puis voilà, c'est très bien. Après, il fait retomber le soufflet avec son call-out. Je comprends pas pourquoi il appelle des gens comme ça. Enfin, tu te rappelles du nom de la personne qu'il a appelé? Vince Vaughn, oui, l'acteur Vince Vaughn, qui ça fait un petit moment qu'il a pas fait de gros films. Je sais pas. Brawling Cell 99, très bon film. Très bon film s'il y avait ce film-là. Mais sinon, oui, non, j'ai pas compris. Mais il avait call out Hasbulla lors de son dernier combat aussi. Sérieusement, viens, tu appelles les vrais gens. Parce que Fiziev, où il est là, tu sais que Fiziev, il pourrait affronter Chandler. Il pourrait demander un grand nom, il pourrait demander un contender, il pourrait demander un gros nom. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'amuse à appeler des personnes, je sais pas. En tout cas, voilà, je pense que je préfère encore, sur la même carte, il y a un jeune qui a combattu qui s'appelle Manel Capé. Exactement, qui a réussi à se remettre à l'endroit là depuis 2 combats. Là. Voilà, il était sur 2 défaites et puis là il met 2 KO, un KO au coup de genou sauté et puis là il met un petit KO avec une accélération magistrale, maîtrise de tout le combat. Et à la fin on lui demande qui va affronter et il sort un discours que j'aime beaucoup. Et voilà quoi, il dit écoute, j'ai pas besoin de les appeler, c'est moi qui vont appeler maintenant. C'est moi la star. Ok, j'ai déjà été champion du Rising, j'ai déjà été champion de la 12 organisations. Il est temps qu'on m'appelle, moi. Je ne vais appeler personne, appelez-moi. Je préfère ça que de lâcher un nom comme Fiziev, quoi. Parce que Fiziev, on le prend au sérieux. Fiziev, il a vraiment le profit de pouvoir appeler des vrais noms et il pourrait gagner, tu vois, en appelant des vrais noms. Donc, je ne sais pas. Je suis pas sûr du fait qu'il ait choisi ce nom-là. Mais bon. Bah, au moins, ça fait parler un petit peu. Pour revenir à José Aldo, est-ce que tu t'attendais à ce succès-là chez les Bantam quand il a annoncé sa descente? Non. Moi, j'étais dubitatif. Je ne pensais même pas qu'il allait maintenir la descente longtemps. Parce que je me rappelle comment il galérait déjà pour combattre en featherweight et je me disais comment il va faire pour tenir. Dans une division, attention, elle est plus renforcée que jamais. Hein, les Bantams, c'est pas un cadeau ces jours-ci. Hein, c'est solide. Hein. Et puis, non, son succès est magnifique. Et en plus, il n'a rien changé. Il n'a pas changé le camp d'entraînement. Il est toujours avec Nova Nayo. Il est toujours avec Andrezino. Tout se passe bien, tu vois. Alors,
Et non, c'est bien de savoir que t'as pas toujours besoin de changer tout de suite tout. Tu peux te remettre en question, revoir un peu les choses et puis repartir, quoi. C'est le mec, tu sors de 3 combats consécutifs, 3 perdus et tu remontes à 3 combats consécutifs gagnés. C'est génial. Bah voilà. Voilà, motif d'espoir pour les combattants qui traversent de mauvaises passes. José Aldo, donc qui en plus, crescendo, Chito Vera, Pedro Munoz et maintenant Rob Font. Je pense qu'on a fait le tour, Fernand, pour cette semaine. Il n'y avait pas de questions parce que oui, là, le King a une semaine extrêmement chargée. On n'en a pas parlé, mais la nouvelle salle du MMA Factory, là, quand même. Let's go. Tu veux savoir quoi dessus? Bah, pas savoir quoi, mais bon, t'en parles pas. Alors, je pense que c'est quand même un des, j'allais dire, achievement majeur, un beau succès pour ta carrière, non? Ou toi, t'es juste en mode c'est la poursuite de l'expansion. Non, c'est une belle chose. C'est une bonne chose. Euh, parce que parce que c'est pas souvent qu'il y ait des grandes entités qui se croisent et réussissent à faire quelque chose ensemble. Des fois, on se tire la bourre, des fois, on s'éloigne de la réalité. Et comment dire, la marque Venom, qui est simplement la plus grosse marque de sport de combat dans le monde, avait déjà pas mal d'approches avec des combattants de haut niveau comme Lomachenko. Et aujourd'hui, ont décidé de passer à la vitesse supérieure. Nous, c'est pareil, MMA Factory, on a décidé de passer à la vitesse supérieure et donc on a croisé les idées pour ce sponsoring et pour ce partenariat fantastique. Donc oui, j'en suis content, mais encore une fois de plus, je n'en parle pas parce que j'ai l'impression que c'était une évidence. J'ai l'impression que c'est en toute modestie, il n'y a pas beaucoup de profils qui peuvent gérer et, et, et rendre productif une salle comme ça. Hmm. C'est énorme, 1800 mètres carrés. Hmm. 1800 mètres carrés, voilà En quoi. superficie, en Europe, c'est quoi? Parce que moi, je me rends pas compte, mais je pense que c'est une des très très grosses, là, non? Bah, en sport de combat, c'est la plus grosse en Europe. Hmm. C'est aussi simple que ça. Et la cage qu'on a est simplement la dimension de l'UFC. C'est Ok. exactement dorénavant Gadzi qui est à l'UFC, Nassoudine qui est à l'UFC, Sirgan qui est à l'UFC, Alan Véronica Bodo. c'est Alan Bodo qui est à l'UFC. Tous ces mecs vont s'entraîner exactement dans la dimension de la cage qu'ils ont, pas à l'Apex, sur les UFC numérotés. Attention. Donc, c'est quelque chose d'énorme et donc je suis content de cette triangulaire parce que effectivement il y a la marque Venom avec avec Frank, mais il y a aussi d'un autre côté MMA Factory, mais il y a aussi à côté de ça un dénominateur commun qui est l'UFC. C'est que aujourd'hui en France, MMA Factory est le fournisseur officiel des athlètes à l'UFC. Il y a plein d'autres teams qui ont des athlètes à l'UFC, mais il n'y a aucun doute que on sait détecter les gens et les amener jusqu'à l'UFC. On est référencé pour ça. Et aujourd'hui, le partenaire officiel de l'UFC en équipementier, c'est Venom. Donc du coup, le boulot, il s'est fait facilement. Quand on a des activations à faire, le countdown qui doit être tourné, la vidéo qui doit être tournée. Enfin, il y a une discussion triangulaire entre l'UFC, nous, l'équipe de Venom, et ça se passe plutôt bien. Voilà, je pense vraiment que c'est un beau projet. D'ailleurs, ceux qui ont loupé l'annonce, je vais vous décoder l'annonce pour que vous compreniez ce qui se passe. Non, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont loupé l'annonce. Parce qu'il y a des gens qui disent, c'est pas possible.
Vous ouvrez le 1er janvier pour le grand public. Là, aujourd'hui, tous les professionnels s'entraînent sur Rungis, 7 rue du Sagittaire à Rungis. C'est la salle MMA Factory by Venom. Cependant, le grand public démarre à Venom le 1er janvier. Et les gens se posent la question, comment ça se fait qu'on ait déjà tant de préinscriptions alors qu'on n'a pas démarré? Mais parce que vous n'avez pas compris le plan qu'ils ont compris. Quand vous vous inscrivez sur MMA Factory by Venom, vous profitez d'une saison entière gratuite. Je ne sais pas si vous avez compris ça, c'est que moi, perso, on m'offre une saison de 9 mois gratuits. Je ne cherche même pas à comprendre où ça va. Ça veut dire que vous avez la sécurité, peu importe le niveau de virus qui pourra arriver, vous avez la sécurité de pouvoir voir sur 2 années. Vous vous inscrivez maintenant, la saison se termine et vous avez votre inscription qui va jusqu'en juillet 2023. Est-ce que vous avez capté le truc? Vous vous inscrivez pour une saison et votre saison va jusqu'en juillet 2023. Et peu importe comment vous vous inscrivez, c'est pas qu'on vous demande de payer tout en une fois. Vous vous inscrivez avec un paiement en 4 fois, par exemple. Et vous avez quand même droit à aller jusqu'à juillet 2023. Excusez-moi, si vous n'avez pas compris ça comme message, je peux pas vous aider plus que ça. Donc, c'est pour ça, c'est avec ces offres-là, cette stratégie-là qu'on va agrandir la famille factorienne. L'idée, c'est d'agrandir au maximum les personnes qui veulent juste faire du MMA pour le loisir, pour les APS, activités physiques et sportives pures et simples, pour le bien-être, pour la self-défense, et puis éventuellement ceux d'entre eux qui sont sur la grande base et qui vont monter gentiment. On va peut-être découvrir des pépites comme on sait le faire, comme on a su le faire jusque-là, pour éventuellement les amener jusqu'au plus haut niveau, Ares et puis plus loin UFC. Simple as that. Bon bah le King, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, après un Ares/UFC. Tout ce qui se passe, on sera dans la semaine du 13, donc normalement les hostilités auront commencé. Et souvenez-vous, King Energy est disponible aussi en audio. Je tenais à vous remercier d'ailleurs pour tous les bons messages qu'on a eus, parce que là les gens commencent à sortir les wrapped up, je crois, de Spotify. Et on est quand même pas mal placé, hein, mon cher Fernand, à chaque fois. C'est-à-dire, on est placé quoi? Vas-y, annonce. Y a pas de classement. Y a pas de classement, mais ce que je veux dire, c'est que les gens, en gros, partagent leurs podcasts les plus écoutés et généralement, les gens ont passé pas mal de temps cette année avec nous. Hein. C'est pas intéressant alors. Moi, je pensais qu'il y a un classement et qu'on peut voir sur le ranking où est-ce qu'on en est. Ah non, non, y a pas ça, non, là c'est juste le nombre de minutes écoutées, mais c'est colossal, il y a des gens qui ont écouté, enfin, j'ai pas les chiffres en tête, mais on est sur du 6000 minutes, tu vois. Incroyable, donc bon. Écoute, t'es un bon orateur, tu sais ce que tu dis et ça passe bien. Juste, j'ai un petit rappel à donner aux gars pour Ares. Ce week-end, il y aura Ares. Rappelez-vous que les bonus des fonds de combat existent toujours et que c'est le public qui vote pour le bonus d'agressivité. Donc, on a besoin de vous sur les réseaux sociaux pour voter. Il y a $10,000 pour l'athlète. Il y a sur 20 combattants, il y a un seul athlète qui aura 10 000 euros. Je ne sais pas pourquoi je dis dollars. 10 000 euros, ça fait moins de 8 000, ça fait moins de 8 000 en dollars. Donc, c'est en euros que ça va être payé la bourse en question. 10 000 euros pour la personne qui aura gagné le rôle, enfin, comment dire, l'adjectif de combattant le plus agressif de la soirée. Donc, en plus des 10 000 euros qu'il y a pour la soumission de la soirée, il y a 10 000 euros pour le chaos de la soirée, il y a 10 000 euros pour le combat de la soirée. En plus de ça, il y a 10 000 euros pour un mec. Ça peut être un gagnant ou un perdant. Peu importe qu'il soit gagnant ou perdant. Sur les 20 athlètes, il y a un mec qui sera élu par le public comme étant le fighter le plus agressif de la soirée. On compte sur vous, tous les abonnés de King NDG, tous les abonnés de La Sueur,
après avoir cliqué sur vos boutons abonnement et après avoir fait les pouces, rappelez-vous de rester bien accroché sur les réseaux sociaux, l'ARES, le Twitter, le Facebook, pour pouvoir nous aider à voter et déterminer et encourager. Le but, c'est ça, c'est que l'athlète en question, on lui donne les moyens de se refaire. Parce que quand on est agressif, on prend des risques. On prend les risques de perdre le combat parce qu'on n'est pas stratège. Il faut que la personne qui est agressive se retrouve financièrement à un moment donné. Donc, il y a 10 000 euros pour cette personne. Merci à tous. Allez, parfait, à la semaine prochaine.